bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On parle ce soir du cancer. C'était la maladie du XXe siècle et c'est tristement la maladie du XXIe siècle. On en parle ce soir avec un nombre de cas, et je parle dans le monde globalement, qui explose. On reviendra évidemment sur ces cas, notamment chez les femmes, issus d'une étude américaine, notamment le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Une maladie qui touchait auparavant les pays riches, qui touche aujourd'hui bien les femmes, les hommes des pays en développement. On va s'intéresser bien entendu à l'occasion de ce congrès mondial contre le cancer qui a fermé ses portes hier, et bien aux causes de cette maladie. C'est un point très important et il y a un débat scientifique. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est notre alimentation? Est-ce que c'est ce qu'on respire qui provoque ces cancers, qui fait exploser le nombre de cancers? Avec un autre débat, une autre question, est-ce que ces cancers reculent en France ou est-ce qu'ils progressent? Là aussi, il y a un débat, des études contradictoires, avec des cancers qui reculent et puis d'autres qui progressent, comme le cancer du pancréas, sur lequel les traitements sont compliqués. On va y revenir dans quelques instants. C'est en tout cas un sujet de santé publique majeur. C'est une cause principale de mortalité. On va essayer de s'intéresser aux causes et puis à la manière dont on peut lutter contre cette maladie. Est-ce que ce sont les médecines allopathiques qui peuvent effectivement permettre de lutter ou est-ce qu'il faut inventer une autre forme de médecine? LCP.fr, évidemment, hashtag sévère pour les tweetos, le JDD est notre partenaire. Je les remercie comme chaque semaine pour tous ceux qui ont tweeté et qui ont répondu à la question posée sur notre site. Et puis merci à tous ceux qui écrivent sur notre page Facebook pour nous faire partager leur point de vue et leurs remarques. Gérard Bapt, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes député socialiste de Haute-Garonne, vous êtes cardiologue, très engagé sur toutes les questions de santé publique. Alors il y a longtemps, c'était la bataille sur le sucre, vous l'avez menée dans les années 2000, et puis vous êtes battu plus récemment sur le Mediator ou l'insecticide Cruiser. Plus récemment celui-là. Plus récemment le Cruiser, évidemment, qui détruit. Pas fini d'ailleurs. Et que c'est pas fini parce que c'est un insecticide qui tue les abeilles, faut-il le rappeler. On attend ce que va faire la prochaine majorité à l'Assemblée nationale. Maintien. À revenir sur nos... Ah non. Je crois qu'il faut être très ferme. Sur le Cruiser. Nous n'avons pas de différence. Il n'y a pas un cancer de droite et un cancer de gauche. Très bien. Et il faut être très clair dans ce domaine-là quand il y a des pour le causes... moment, on ne sait pas si ça donne des cancers. Mais en tout cas, ça tue les insectes. Enfin, ça tue les insectes et notamment les abeilles. C'est pas bon pour l'homme. Il n'y a pas d'abeilles de gauche, il n'y a pas d'abeilles de droite. En tout cas, c'est celles qui pollinisent et qui nous font vivre. Bernard Debré, merci d'être avec nous, ancien ministre, député LR de Paris. Vous êtes aux côtés de François Fillon dans cette bataille des primaires, professeur de médecine, chirurgien urologue, le guide des 4000 médicaments utiles et inutiles ou dangereux qui avait été écrit avec le professeur Philippe Even aux éditions du Cherche Midi, qui va être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, réédité, réenrichi, j'imagine, parce que c'est évidemment une évolution permanente. 1200 médicaments de plus. Voilà, donc c'est un livre de chevet. Pas forcément utile. Livre de chevet pour beaucoup de Français, parce que ce livre, c'est bien vendu. Puis un homme d'action au Cherche Midi, toujours, ça c'est votre vie, votre œuvre, votre parcours. Merci d'être avec moi. Franck Chauvin, bonsoir. Bonsoir. Professeur de médecine, cancérologue, vous êtes le vice-président de la Ligue contre le cancer. Vous étiez justement à ce congrès mondial contre le cancer qui se tenait à Paris, donc on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis vous êtes le vice-président du Haut Conseil à la santé publique. Et avec nous, Gilles Lartigot, bonsoir. Vous êtes alors auteur de ce livre dont on parle beaucoup, qui s'appelle Hit, avec une couverture choc. Voilà, c'est vous, c'est une photo, un gros plan de vous. C'est tout à fait ça. C'est bien ça. Hit, c'est la chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire. Vous avez écrit ce livre, des DVD vont sortir évidemment, avec des conférences chaudes dans toute la France, où effectivement le public vient nombreux pour écouter votre regard, vos conseils aussi sur la manière dont on doit se nourrir, la façon dont on doit vivre. C'est une mutation complète de notre mode alimentaire et on va en parler avec vous dans quelques instants. D'abord, regardez ce sujet. Retour sur ce cancer, mal du siècle, mal du 21e siècle, avec des cancers qui reculent, des cancers qui progressent, avec une cause environnementale. Mais là aussi, vous allez le voir dans ce sujet, il y a débat. Hier se clôturait à Paris le congrès mondial contre le cancer, des scientifiques du monde entier venus parler de ce fléau. En France, le nombre de décès liés au cancer diminue, mais il reste la première cause de mortalité, alors ces évolutions sont scrutées avec attention. Récemment, Le Monde a publié des données collectées par l'Institut de veille sanitaire sur les 30 dernières années. Les enseignements ne sont pas les mêmes selon les types de cancers. À l'évidence, il y a certains cancers qui diminuent. C'est plutôt intéressant, en particulier les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'estomac. Et puis on a effectivement quelques cancers qui augmentent de manière très très importante. Le cancer du foie, le cancer du pancréas, ce sont des cancers qui sont préoccupants en termes d'augmentation de l'incidence. Et à mon avis, ce qui est encore plus grave, c'est probablement les cancers du poumon chez la femme, où là on a effectivement une explosion qui est récente.
Autre augmentation notable, celle du cancer du sein pour les femmes entre 30 et 50 ans. Vous respirez normalement. Les explications de ces évolutions ne font pas toujours l'unanimité. Parmi les facteurs avancés, les dépistages plus pointilleux, mais aussi notre mode de vie et notre environnement. Certains pointent du doigt des composés chimiques côtoyés au quotidien. C'était l'aliment le plus contaminé en bisphénol A du fait du revêtement intérieur de la boîte de conserve. Le bisphénol A est interdit depuis l'an dernier dans les composants alimentaires, mais pour ce toxicologue, pour comprendre les cancers du sein d'aujourd'hui, il faut remonter des années en arrière. La pollution chimique est certainement l'élément déterminant parce que cette pollution chimique se fait sentir à partir d'une exposition pendant la grossesse. Donc c'est pas simplement, c'est déjà énorme, l'exposition de l'adulte, c'est l'exposition du fœtus qui va se traduire par une augmentation du taux de cancer du sein chez les filles. En 2014, le gouvernement a annoncé un plan cancer pour 5 ans, avec une enveloppe d'1,5 milliard d'euros, notamment pour les soins et la prévention. Voilà, les soins, la prévention, puis ce congrès mondial qui a fermé ses portes hier, c'était du 1 au 3, c'est un moment important parce que les experts mondiaux, les associations engagées étaient à Paris pour réfléchir à ce sujet. On entendra dans quelques instants François Hollande. Gérard Bapt, on a le sentiment, alors là je parle de France, sur le plan mondial, c'est une évidence, il y a une explosion du nombre de cancers. En France, on a aujourd'hui le sentiment que notre environnement, ce que l'on respire, ce que l'on mange, ce que l'on ingère, est la cause de l'explosion d'un certain nombre de cancers. Est-ce que vous dites, d'abord député, spécialiste, mais aussi médecin, oui, cette piste est plus que crédible? Cette piste, il faut absolument l'explorer. Et on sait que un certain nombre de substances, notamment perturbatrices endocriniennes, interviennent sur la genèse de certains cancers hormonodépendants. Et on a eu une expérimentation dramatique avec le distilbène, dont on voit que ça augmente l'incidence de certains cancers gynécologiques, y compris aux femmes enceintes. En transgénérationnel. C'est-à-dire que les enfants et les petits-enfants de ces personnes peuvent avoir des risques augmentés de cancer ou de troubles psychiatriques aussi, qui sont souvent un petit peu oubliés dans le cas du distilbène, pour donc des substances ingérées par leur mère ou leur grand-mère des dizaines d'années plus tôt. Donc à l'évidence, il y a une piste. Gilles Lartigot, je donne la parole évidemment à Bernard Debré, mais sur la même question, parce que ça reste dans l'esprit du travail que vous menez, vous dites, nous vivons dans une société toxique pour notre santé, nourriture industrielle nous rend malades, pollution, stress et produits font partie de notre quotidien. Le cancer, finalement, c'est une maladie de la société moderne, c'est comme ça que vous la décrivez, cette maladie? Je l'aperçois comme ça. Donc j'ai été aidé dans mon livre par le professeur émérite Pierre-Marie Martin, qui est un des premiers, dans les années 75, à avoir publié sur les perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que depuis la deuxième guerre mondiale, on a dans l'environnement à peu près 30 000 molécules toxiques. C'est que depuis 2007, avec l'amendement Reich, où on va sélectionner ces molécules et demander aux industriels de prouver l'innocuité de ces molécules. Il faut savoir que les 30 000 qui sont aujourd'hui dans la nature ont une durée de vie à peu près de 400 à 600 ans. Il y en a à peine 3 000 qui ont été aujourd'hui par le CIRC à Lyon, qui est un organisme fondé par l'OMS, oui. Voilà, donc dans les années 60. Ils en ont en fait étudié 2800 sur les 30 000. Et sur les 2800, il y en a à peu près 360 qui sont pro-carcinogènes. Donc en fait, oui, nous vivons dans une société toxique pour notre santé, c'est un fait. Bernard Debré, est-ce que vous accréditez, pour commencer à avoir un diagnostic, et on va ensuite analyser les différentes sortes de cancers, certains reculent, d'autres progressent, est-ce qu'on est aujourd'hui en train de s'intoxiquer de ce monde industriel, d'une nourriture industrielle, de toxiques? Je vais être d'abord très clair, le nombre de cancers en France diminue. On a moins de cancers chez l'homme, moins de cancers chez la femme. J'ai pris le soin de préciser le monde et la France qui sont... Mais je parle de la France. Là, on est en train de faire des efforts tout à fait payants. C'est-à-dire on diminue le nombre de cancers. On change aussi les types de cancers. Et puis, il y a des phénomènes de base sur lesquels il faut insister, parce que l'environnement, c'est quoi? C'est le tabac, l'alcool et l'obésité. À d'autres. Et puis aussi, évidemment, un certain nombre de produits qu'on ne connaît pas bien. On est allé un petit peu vite avec des nouveaux produits et il faut être prudent avec ces nouveaux produits. Mais il ne faut pas être prudent avec le tabac, l'alcool et le sucre,
l'obésité, parce que c'est un des facteurs, ce sont les 3 facteurs Et la les sédentarité. plus importants. Et la Qui est sédentarité. liée à l'obésité. Et quand on dit que les cancers diminuent, il faut savoir que, par exemple, dans le cancer du poumon, il diminue pas trop celui-là, et vous avez... Il est létal, hein, c'est-à-dire que... Il est extrêmement grave. Oui. Ça n'est pas... Oui, il est très grave, sauf quand on le prend tout à fait au début. Et dans le dépistage, on parlera tout à l'heure des dépistages qui sont tout à fait fondamentaux. Mais on voit la femme qui rejoint l'homme parce que effectivement, il y a quelques années, la femme fumait moins, elle commence à fumer autant que l'homme, et maintenant, elle a presque autant de cancer du poumon que l'homme. Mais la même chose pour l'alcool. Le tabac, on peut arrêter, c'est difficile pour l'air qu'on respire, c'est difficile pour l'aliment qu'on achète en supermarché. Mais bien C'est toujours entendu. plus compliqué. Oui, mais commençons aussi par étudier les problèmes de l'environnement carcinogène. Mais quand on a devant nous des carcinogènes évidents comme le tabac, l'alcool et l'obésité, c'est quand même assez simple. Assez simple. Il faut agir dessus, c'est évident. La Ligue contre le cancer, vous étiez évidemment à ce congrès mondial. Les chiffres, pour nous éclairer, pour ceux qui nous regardent, on parle beaucoup de cancer, la société, les Français entre eux parlent de cette maladie. Ça baisse, ce nombre de cas de cancer en France ? En France, c'est à peu près stable pour l'instant. La mortalité individuelle a plutôt tendance à diminuer, c'est-à-dire on a fait beaucoup de progrès, on diagnostique beaucoup plus tôt. Mais je voudrais revenir sur votre présentation quand même, si vous permettez. Allez-y. Parce que moi, j'ai beaucoup de peine à adhérer à cette vision assez catastrophique. On vit dans un environnement très dangereux. Je veux dire, le gain d'espérance de vie qu'on a vu en 50 ans, jamais ça ne s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Jamais on n'a vécu aussi longtemps que Là, on maintenant. stagne, hein. Enfin, on a beaucoup progressé. Non. Attendez, on n'a jamais vécu aussi longtemps qu'actuellement. Jamais. De toute l'histoire de l'humanité. Et jamais on a fait de tel progrès. On l'a fait pourquoi ? Parce qu'on arrivait à nourrir les populations. Parce que les antibiotiques sont arrivés. Parce que les vaccins ont commencé à arriver. Donc, avant de dire tout est dangereux, regardons notre chance. Parce que, bon, je suis allé dans des pays étrangers faire des missions comme d'autres. Quand vous faites 200-300 kilomètres que dans d'autres pays, et vous vous dites, mais attendez, ce que je vis dans mon pays, comment se fait-il que ce soit si différent ? C'est-à-dire qu'il faut, sur ces histoires, comme le dit le professeur Debré, raison garder, étudier ce qui se passe avant d'alarmer tout le monde. Probablement qu'il y a des problèmes d'environnement. Mais quand vous avez le tabac qui tue 70 000 personnes par an, peut-être faut-il d'abord s'occuper de faire arrêter les fumeurs de fumer, et puis peut-être qu'après on s'occupera du reste. Parce que la France, il ne faut pas l'oublier, est le seul pays où la consommation de tabac ne diminue pas. Malgré l'augmentation du prix. Malgré l'augmentation, tout ce qu'on fait, malgré toutes les campagnes, l'Angleterre, simplement un mot, allez-y. l'Angleterre est tombée en dessous de 20%. Qui à 10 €. Voilà. L'Australie a diminué de façon drastique aussi sa consommation. Les États-Unis ont diminué leur consommation. Donc la France, comment se fait-il que la France n'arrive pas à diminuer sa consommation ? Juste un petit mot sur les antibiotiques, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Vous dites qu'on arrive à une résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire que le corps humain en a tellement pris qu'il résiste et qu'il y a un danger. Ouais. Sur ce point-là, qu'est-ce que vous répondez au vice-président de la Ligue contre le cancer ? L'OMS dit que nous allons vers une pandémie d'antibiorésistance. Il faut savoir pourquoi, en fait, parce que la viande que nous consommons aujourd'hui, 98% de la viande, peut-être pas celle que vous consommez, professeur, est issue, en fait, d'élevage industriel. Donc, ces élevages industriels, en fait, utilisent des antibiotiques. 75% de la production d'antibiotiques, quand même, qui sont les mêmes que pour nous humains, sont à destination de nos animaux d'élevage. Vous dites que le cancer recule. C'est depuis 2014 la première cause de mortalité en France. C'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants. Aujourd'hui, un enfant qui naît a plusieurs dizaines de molécules toxiques dans son organisme. Il faudrait quand même, aujourd'hui, commencer à se poser la question. Je suis d'accord avec vous pour le tabac, mais un enfant qui naît pas de tabac. A déjà lui-même... Aujourd'hui, entre 2 et 4 ans, on lui trouve des traces de DDT. Le DDT a été interdit dans les années 70. Donc aujourd'hui, en fait, et c'est le professeur Pierre-Marie Martin qui me demande de le dire, en fait, publiquement, aujourd'hui, on paye, en fait, la politique irresponsable que nous avons menée il y a plusieurs décennies. Un mot chacun, parce que tout le monde veut répondre, mais DDT, un enfant naît, il a déjà des molécules chimiques en lui, donc ça maman lui a transmis. Il y a des substances chimiques qui sont interdites depuis très très longtemps et que l'on retrouve encore, notamment dans la cohorte PLJ à Rennes. Oui, on mesure sur le cordon ombilical à la naissance la présence de pesticides dont certains sont interdits depuis des années. Ils sont présents dans le cordon ombilical. Alors, comment vous l'expliquez, excusez-moi Parce qu'il y a la résilience, la rémanence. La rémanence est très longue. Sur l'affaire de l'espérance de vie,
Bon, nous avons ici la chance d'être nés à une époque où on n'avait pas encore l'éruption dans notre vie quotidienne de telles centaines de produits chimiques qui imbibent l'atmosphère. Et donc, le problème sera de savoir sur ces bébés-là qui naissent aujourd'hui avec la présence de pesticides et de substances de ce type-là au niveau du cordon ombilical. Donc on n'a pas assez de recul pour pouvoir affirmer aujourd'hui qu'on va encore progresser. Jusqu'à dans les malades de plus en plus jeunes. Jusqu'à dans les années 60, on n'était pas imprégné par les pesticides comme l'agriculture industrielle et les grands géants de la chimie l'ont. Vous voulez réagir parce que c'est un débat sur le cancer. On voit qu'à travers ce débat, c'est le débat sur la société, sur la façon dont on produit. Bien sûr. Non, mais c'est quand même un élément révélateur, le DDT, n'est pas uniquement la pesticides. société. Nous n'oublions pas, on a fait d'énormes progrès de dépistage. On va y venir, c'est important. Mais quand on revient sur les enfants, oui, il y a des cancers des enfants. De plus en plus. 90% de ces cancers qui sont guéris. On arrive à les guérir. Alors, c'est pas parce qu'on arrive à les guérir qu'il faut qu'ils les attrapent. Voilà, le débat, c'est pas de guérir, le débat, c'est d'essayer de pas l'attraper. Oui, mais on est en train de faire une espèce de s'éviter la charge sociale et la charge budgétaire que représente le D'accord, coût mais toujours je voudrais qu'on ait un brin d'optimisme. On avait le chiffre, c'est 10% du volume global de la Sécu, c'est 15 milliards d'euros quand même le coût. Oui, mais on verra aussi pourquoi. C'est une somme quand même. Attention, on verra aussi pourquoi. Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir une vision catastrophique, parce que dans le cancer, il y a quoi? Il y a étudier la génétique d'abord. Et on oublie un petit peu la génétique, c'est-à-dire est-ce qu'on a des mutations qui favorisent et qui pourraient être déclenchées par l'environnement. Ça, c'est des nouveautés. Et ça, on a des oncogènes qui peut-être sont dormants, mais quand on oncogène, c'est-à-dire des gènes qui favorisent l'apparition du cancer. Mais ces oncogènes qui peuvent être dormants peuvent tout d'un coup apparaître. Activés par quoi? Par des substances chimiques, par le bicénol, par les phtalates? Allez, on ne sait pas encore, on en a un certain nombre d'idées. Ça, on a la génétique qui est fondamentale. On a aussi le dépistage, qui a fait un progrès absolument extraordinaire. Qui fait augmenter le nombre de cas. Que dans un certain nombre, ça augmente les cas bien sûr, mais il y a un certain nombre de cancers. Quand on prend le cancer du côlon, par exemple, les dépistages du cancer du côlon par les coloscopies font que un certain nombre de cancers du côlon, et même beaucoup, ont disparu. Le cancer du rein également. Moi, quand j'étais jeune, on opérait de gros cancers du rein avec des pronostics effroyables. Maintenant, grâce au dépistage, quelquefois, on appelle ça dépistage systématique, c'est-à-dire qu'on fait des examens, pas forcément pour dépister le cancer du rein, mais on le trouve tout petit. On le guérit en enlevant simplement le cancer. Avant, on enlevait le rein. Donc, on a le dépistage, le traitement a fait les progrès. On va y venir sur le traitement, de plus en plus cher, de plus en plus cher. Quand vous avez parlé tout à l'heure du prix, oui, là aussi, il y a un vrai scandale. On a vu le chiffre, On a un vrai scandale. Il y a des traitements qui peuvent coûter 100 000 euros 100 000, 67 000 euros. Ça dépend des pays. 700 euros en Égypte. Évidemment. C'est très cher aux États-Unis, c'est moins cher en Europe. En Égypte, ça coûte pratiquement rien. C'est ça. Et le coût de revient est ridicule. Justement, on va entendre François Hollande. Vous voulez intervenir, Franck Chauvin, parce qu'il y avait le DDT, il y avait les causes environnementales, et puis il y a le débat sur un nombre de cancers comme le cancer du pancréas qui progresse, et on va s'intéresser un peu à l'alimentation. Est-ce que sur la prévention, on parle du dépistage, est-ce que sur la prévention, la Ligue contre le cancer donne comme ça des pense-bêtes, des fiches un peu pratiques pour ceux qui vont sur Internet sur le bien manger, attention, il faut prendre cet aliment plus que celui-là. Est-ce que ça, c'est aussi un élément de réflexion à mener? Ouais, pour le cancer, si vous voulez, on sait qu'à peu près 40% des cas pourraient être évités, à peu près la moitié des décès pourraient être évités. Et on connaît parfaitement ces facteurs de risque-là. Bien sûr qu'il y a probablement d'autres facteurs de risque et on cherche, il y a beaucoup de recherches actuellement, mais nous, notre boulot de scientifique, c'est de dire ce qu'on a prouvé, pas de faire des... Donc il faut chercher encore plus. Bien sûr, il faut chercher, il faut mettre de l'argent dans la recherche. On travaille beaucoup sur l'exposome, c'est-à-dire l'exposition des gens tout au long de leur vie et savoir s'il y a une relation avec les cancers. Mais en termes de santé publique, il faut d'abord s'occuper des facteurs de risque qu'on connaît. Et on les connaît, le professeur Debré les a rappelés, le tabac, l'alcool, le manque d'activité physique, l'obésité, bien entendu, l'alimentation sur certains aspects, notamment consommer trop de graisse d'origine animale, pas assez de fruits et de légumes, pas assez de fibres. Tout ça, c'est prouvé. Il y a beaucoup ça sont des acquis. C'est des acquis. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est occupons-nous des acquis et il faut agir là-dessus.
En revanche, il faut faire des recherches pour le reste. Voilà, Ce soir, on un entend message. beaucoup, il faut faire des ça. recherches. On n'engage pas de recherche. Il y a Si, beaucoup de mais si, il y a recherches, beaucoup sur de la recherches. végétation Beaucoup de naturelle. recherches. Il y a par exemple un grand professeur français aussi qui est Serge Renaud, qui dans les années 70 en fait a découvert le régime crétois. Alors on se glosse sur le Ouais. régime d'Okinawa. Dont on parle beaucoup, Moi je hein. suis français, patriote, donc il y a le régime crétois. C'est un régime méditerranéen. Et donc là en fait, c'est vrai que c'est lié à une activité physique. Vous avez raison. C'est lié aussi à un ensoleillement. Ouais. C'est important avec la vitamine D. Et en fait, ce régime crétois, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une pyramide alimentaire, mais il y a très peu de viande. Et aussi, à l'époque, dans les années 70, il y avait beaucoup moins, ce qu'on voit là à l'image, d'aliments industriels. Ouais. Parce que dans Eh les oui. années 80, je sais pas si vous vous remémorez des publicités comme Bolino, etc. Dans les années 80, ça a été C'est l'explosion, l'explosion bien sûr. des plats préparés avec le micro-ondes. Le rêve, Là aussi, on gagne du temps. parce oui. que ça, c'est un problème de société. Je dis que Bien voilà, sûr. la C'est ce que vous société dites. moderne nous a volé un bien précieux, c'est notre temps. Ouais. Effectivement, on n'a plus le temps aujourd'hui de faire à manger, notamment les femmes qui sont obligées de travailler n'ont plus le Vous temps. dites que c'est fondamental. Retrouver c'est du fondamental. temps, éplucher une carotte, Mais revenir Déjà à des pour fondamentaux. s'informer, Bien sûr. déjà s'informer, après apprendre, aller sur les marchés, ne pas aller au supermarché, aller sur les marchés paysans. J'ai vécu 5 ans au Québec. En France, on a la chance incroyable d'avoir dans tous les villes et villages de France Des marchés. des petits producteurs qui vont par contre faire pousser leurs légumes dans la terre sans forcément des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des produits chimiques dérivés des gaz de combat, il faut le dire. Ouais, juste un mot, les 3 produits que vous conseillez dans votre livre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut manger pour donner comme ça? C'est pas, ce soir, c'est pas un conseil pratique pour faire une recette, mais il y a des produits clés. Vous parlez du régime crétois. Moi, je dis souvent que le brocoli, c'est bon. Mais tout est bon, les fruits et les légumes, tout est bon. En fait, il faut manger de saison, il faut manger de saison, il faut cuisiner également. Il faut manger des produits sains, naturels, non transformés. Bernard Debré je crois que, et François Hollande. Le régime crétois, c'est connu depuis longtemps. C'est pas uniquement quelque chose contre le cancer, c'est contre aussi l'athérome, c'est contre les maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, etc. On l'a montré. Alors c'est l'huile d'olive, c'est un certain nombre de produits, c'est une exposition, c'est un état de vie, etc. Je crois qu'il faut pas jeter, et vous l'avez bien dit, il faut pas jeter l'anathème sur tout. Il faut lutter contre un certain nombre de choses qu'on connaît. C'est indispensable. Vous savez, si on arrive à diminuer le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, la sédentarité, on va déjà faire un progrès formidable. Et puis, on en fait tous les jours des progrès. D'ailleurs, et vous l'avez dit, on vit 85 ans, avant on ne vivait pas autant. Vous pensez, vous, Bernard Debré, parce que vous n'avez pas répondu sur l'espérance de vie aux États-Unis, il y a un débat, c'est que elle plafonne. Est-ce qu'avec la nouvelle génération, elle a diminué d'ailleurs chez les hommes, L'espérance de vie en bonne santé, il faut pas. en bonne santé. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer comme ça, grâce au progrès, grâce à la science, à continuer à vivre plus vieux, ou est-ce que, avec ce mode de vie, on va tout doucement avoir une espérance de Oui, vie qui moi, peut diminuer, comme aux États-Unis, Je par ne suis exemple? pas Madame Soleil. Ce que je On a sais, des modèles. c'est que C'est aperçu. Ouais. Dans beaucoup de domaines. Je veux dire simplement, c'est que on a des leviers pour diminuer le nombre de cancers, diminuer donc l'apparition. On a des leviers pour les dépister. On a maintenant des leviers pour les traiter plus tôt. On a des médicaments qui apparaissent, qui sont quelquefois absolument extraordinaires. Outre le fait, et là il faudra en parler tout à l'heure, ils sont horriblement chers et qui n'ont On l'a évoqué, aucune raison, Oui. aucune raison d'être aussi chers. Et pas uniquement pour les traitements contre le cancer. Et voilà, donc agissons. Je crois qu'avec les espérances de la recherche, les espérances des traitements génomiques, tout ce qu'on peut imaginer, on peut, moi je suis un optimiste, on peut se dire que on va continuer à progresser dans la vie en bonne santé. Et je rejoins votre optimisme. Par contre, moi, je pense qu'il faut réintégrer en fait les bases essentielles de la vie, c'est-à-dire la nourriture saine. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de formation. Je suis d'accord avec vous concernant la cigarette, c'est évident. Mais l'obésité, vous savez que c'est très bien, c'est tout à fait lié avec notre mode alimentaire. Donc, il n'y a pas assez d'informations. La malbouffe. Et il y a trop de présence aujourd'hui, il y a trop l'hégémonie en fait de ces groupes industriels qui ont accaparé en fait les frigos et les cuisines de nos citoyens. Franck Chauvin, les lobbies, Gérard Bapt, vous les connaissez ces Je lobbies? trouve Bernard Debré très optimiste. Ouais. Parce que Il y a une puissance forte des industriels. L'Assemblée générale de l'OMS sous l'égide de l'ONU en 2011 a dénoncé ce qu'ils ont appelé l'épidémie mondiale des maladies chroniques, qui risquait d'ailleurs de mettre à bas nos systèmes de protection sociale là où ils existent. Et nous voyons, nous, la difficulté que nous avons à maintenir le nôtre, y compris à lutter contre les déficits, pour penser ce qu'il se passe dans les pays
et ils sont très nombreux, qui sont beaucoup plus pauvres que le nôtre. Je leur dis 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est le coût du cancer. C'est ce qui oui, mais c'est le coût pour l'assurance maladie. L'assurance maladie, oui. Tripler le chiffre en ce qui concerne. Bon, d'abord, il n'y a pas que l'assurance maladie qui prend en charge. Et puis ensuite, il y a le coût social. Il y a le coût pour l'économie. On a récemment évalué, après l'avoir fait pour l'Europe, le coût de la perturbation endocrinienne aux États-Unis. On est tombé sur 350 milliards de dollars. C'est colossal. Alors, je veux dire que cette épidémie de maladies chroniques, il ne faut pas simplement la renvoyer. Lorsque le cancer du testicule augmente chez les jeunes, on ne peut pas dire que c'est l'alcool ou le tabac, pas encore. Donc, il faut aussi progresser sur la question de ce risque chimique. Cancer des testicules, ça c'est important parce que très bon prostate chez les personnes plus âgées, chez les enfants jeunes. Cancer des testicules, il augmente un peu. Oui. On ne connaît pas bien la raison. Est-ce que c'est les jeans, est-ce que c'est l'augmentation de la chaleur, etc. Mais il est guérissable à 100%. Oui. Et c'est ça aussi qui est heureusement, on n'aurait pas de maillot jaune dans le Tour de France. On n'aurait pas de maillot jaune dans le testicule. Oui, c'est vrai. Lance permet d'avoir quelques hormonothérapies. C'est vrai. Lance Armstrong, il faut préciser. Oui, enfin, on lui a retiré ses titres entre-temps, Gérard Bapt. Simplement, c'est que moi, je me méfie un tout petit peu de ce que dit l'OMS. Parce que l'OMS, en 1975, avait dit à Alma-Ata, grande réunion internationale, tout le monde, la santé pour tous en l'an 2000. On est en 2015 et la santé n'est pas pour tous, tant s'en faut, parce qu'on n'a pas encore parlé aussi des différences sociales, on n'a pas encore parlé des différences dans les pays. Oui, on va y venir. Là, c'est fondamental. Écoutez François Hollande, je donne la parole, Gilles Artigaud. François Hollande, justement, à l'occasion de l'ouverture de ce congrès mondial contre le cancer, sur la question, mais très très importante, du coût des médicaments et de cette disparité entre les pays riches et les pays en voie de développement. Écoutez le président de la République. Pour la France, c'est un enjeu planétaire. C'est un élément de justice. Mais c'est aussi une revendication de droits de l'homme, une affirmation de dignité. Comment accepter qu'il y en ait qui soient soignés et d'autres pas? Comment imaginer un monde où nous savons qu'il y a des médicaments qui font guérir et des populations qui ne pourront jamais y accéder pour des raisons de prix? Bernard Debré, par exemple, le Kétudra, j'ai pris des notes parce que évidemment je suis pas professeur de médecine. Le Kétudra, oui. Vous connaissez ce médicament puisque vous l'avez listé dans votre guide. C'est 100 000 euros par an pour traiter le mélanome. Un autre qui s'appelle le Sofosbuvir, coût de fabrication 150 euros. Il est vendu, je crois, 42 000 euros ou 41 000 euros en Europe, 42 000 en France. Enfin, je veux dire, excusez-moi, abruptement, est-ce que il y a quand même des laboratoires qui gagnent beaucoup d'argent sur cette maladie? Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut dire. Non, mais je vous accuse pas. Vous dénoncez les médicaments inutiles. Non, mais j'ai dénoncé non seulement les médicaments inutiles, mais aussi les prix faramineux d'un certain nombre de médicaments. Comment on fait? Mais comment on fait? Il faut que c'est un problème politique. C'est un business énorme. C'est un problème politique. Il faut que les politiques s'en mêlent. Il faut que nous en mêlions. C'est pas de droite, c'est pas de gauche. Nous ne pouvons pas accepter qu'un certain nombre de produits qui reviennent à quelques centimes d'euros soient aussi chers. Il y a des médicaments contre des leucémies qui ne valent rien à produire et qui sont vendus des milliers et des milliers d'euros. On prend en otage des pays, des hommes, des femmes. On prend en otage des hommes et des États. Franck Chauvin. Attention aussi à une autre chose vis-à-vis de laquelle il faut lutter, ce sont les faux médicaments. Parce que quand on va dans un certain nombre de pays, il y a beaucoup de médicaments, ce sont des contrefaçons. Et ça, c'est plus je parlais des originaux. Franck Chauvin, les médicaments, l'accès aux médicaments et les traitements. Là, il y a une disparité. Le président Hollande s'engage, essaie de lutter contre. Difficile quand même. C'est un combat que vient de soulever la Ligue contre le cancer parce qu'effectivement, on a été très choqués de voir arriver les nouveaux médicaments à 100 000 euros par patient et par an. Donc c'est justifié ou pas? Vous qui êtes cancérologue, vous êtes médecin. Je vais vous dire, si vous me laissez une minute, parce que c'est un sujet très important. J'ai fait une présentation hier au Congrès mondial devant des collègues internationaux sur ce sujet et j'ai été surpris de la réaction de Chinois, de Brésiliens qui sont venus voir après en disant « c'est bien ce que vous faites, ce combat-là, il faut le mener, on va vous aider ». Parce que il faut voir que ce prix va mettre nos systèmes de santé vraiment en danger. Nous, l'analyse qu'on fait à la Ligue contre le cancer, c'est qu'il y a un danger pour que des patients ne soient plus traités.
Et petit à petit, on est en train, pas encore tout à fait, mais on risque d'aller dans cette voie. Alors, si on en regarde fonction du cancer que l'on aura, on dira celui-ci, c'est trop cher, celui-ci on peut le soigner. C'est terrible. Probablement. Mais le problème problème en Angleterre, c'est en fonction de l'âge aussi. Voilà, l'Angleterre rationne bien sûr l'accès à ces médicaments, mais par contre, si vous allez dans certains pays, eux n'ont même pas accès à des médicaments de base. De base, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette disparité entre nos sociétés qui ont accès à des médicaments à 100 000 euros ou dollars par an et des pays qui n'ont pas accès à des médicaments de base qui coûtent quelques euros, alors là, c'est vraiment scandaleux. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce congrès, si vous permettez, c'est vraiment une mobilisation sur ce sujet-là. On sent bien qu'on est à un tournant et qu'il risque de se passer pour le cancer ce qui s'est passé pour le sida, c'est-à-dire une mobilisation internationale planétaire. En disant on doit avoir accès à des traitements dans tous les pays. Gérard Bapt, est-ce que, abruptement, et Gilles Lartigot, il y a un business autour de ce traitement du cancer? Est-ce que, aujourd'hui, des laboratoires deviennent immensément riches? Les laboratoires, ce sont des firmes commerciales qui ont des actionnaires, qui sont gérés non pas par des médecins ou des pharmaciens, mais par des gestionnaires, qui passent d'une usine automobile à la gestion d'un grand laboratoire international. Voilà, ce sont des firmes commerciales. Et le problème de la régulation. Mais moi, je taquinerais quand même un petit peu Bernard Debré, parce que dans les débats, dans l'hémicycle, lorsqu'on veut réguler par le taux W, là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, le coût pour l'assurance maladie du traitement de l'hépatite C, on nous accuse en face de vouloir nous en prendre systématiquement à l'industrie pharmaceutique. Donc, et de tuer l'industrie pharmaceutique. Ce qu'il faut, je suis désolé, je suis plutôt du côté de ceux qui veulent réguler l'industrie pharmaceutique. Son camp, votre camp, Bernard Debré. La semaine dernière, mais on peut être en opposition. Il faut réguler. Mais le problème, c'est que un État aujourd'hui n'a plus la capacité. L'Europe a refusé de faire un marché unique concernant le prix du médicament, par exemple. Et on est à la merci de ce qu'un laboratoire un jour nous dise. Pris en otage on ne peut pas vous livrer à vous parce qu'on livre à côté parce qu'on nous l'achète plus cher. Mais c'est ce qui se passe. Il y a des médicaments qui ne sont plus accessibles parce que ils sont donnés, vendus à d'autres pays qui les achètent plus cher. Et on l'a pour les vaccins, on l'a pour un certain nombre de choses. C'est un scandale absolu. Je prendrai juste un exemple, qui n'est pas un exemple du cancer. Quand on a ce qu'on appelle la DMLA, une maladie qui est dégénérescence maculaire liée à l'âge, il y a un médicament qui s'appelle le Lucentis, qui est un médicament où on fait une piqûre dans l'œil pour arrêter un certain type de DMLA. 1 000 €, quasiment 1 000 € l'injection. Mais on a le même médicament qui s'appelle l'Avastin, qui est un médicament qui est, pour une autre raison, 25 € par injection. Eh bien, on n'a pas donné l'autorisation à l'Avastin d'être utilisé pour la DMLA. Si, on l'a donné. Moi, je me suis battu 3 ans là-dessus. Ouais, moi aussi, on l'a donné, mais le problème, c'est que les médecins ne le prescrivent pas. Ils mettent l'autre. Il y a une on l'a donné par une ATU. Hein. Il n'a pas eu. On l'a donné par une ATU, c'est-à-dire une autorisation. Comment faire autrement quand le laboratoire refuse? Vous nous dites que les médecins préfèrent prescrire le cher. De déposer un dossier pour obtenir une AMM pour la lui dire. On va vous obliger. Il y a Roche Novartis. Il y a l'autorité de la concurrence italienne qui leur a flanqué une amende de record pour entente illicite. Moi, j'attends toujours que l'autorité française, que j'avais saisie il y a 2 ans, donne son rapport. Voilà. Vous nous dites, Gérard Bapt, vous êtes tous les 3 médecins sur ce plateau, que certains médecins préfèrent... La concurrence est indépendante. Gérard Bapt, on a beau lui écrire, elle ne vous répond pas. Elle n'a pas tranché. Certains médecins préfèrent prescrire donc le médicament à 1 000 €. C'est bien ce que vous nous dites, au profit de l'autre. C'est pas qu'ils préfèrent. C'est plus simple. Mais d'abord, il faut qu'ils en aient la disposition. À l'hôpital, on peut le faire. En ville, ça nécessiterait d'autres mécanismes de distribution. La seconde chose, c'est qu'il y a un problème de responsabilité. Parce que on menace en quelque sorte les médecins d'avoir des responsabilités en cas d'effets secondaires, alors même que dans le cadre de cette ATU, c'est l'État qui prend en charge la responsabilité, ça les médecins ne le savent pas. Mais on s'est battu pendant 3 ans pour avoir un dispositif législatif et puis qui a été mis en place pour 0,1% d'économie, in fine. On s'est battu depuis plus de 3 ans, Gérard. Plus de 3 ans, aussi bien à droite qu'à gauche, nous avons été minables. Gilles Lartigot, je voulais savoir, je voulais qu'on parle de la chimiothérapie, parce que dans votre travail, des réflexions, vous êtes pas médecin, mais ça fait des années de recherche. Je suis un auteur indépendant. Voilà, auteur indépendant, vous avez appuyé sur des travaux de professeurs. Est-ce qu'on peut, à travers les différents témoignages, les différentes expériences,
contourner, échapper à la chimiothérapie? Est-ce qu'il y a des moyens alternatifs? Je pose la question à Gilles Darticot, puis on peut en parler ensemble. Est-ce qu'il y a une alternative ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul chenal pour soigner le cancer? C'est une question piège parce que j'ai pas l'habitude d'être entouré de grands professeurs comme ça. Mais oui, mais en même temps, voilà, vous avez aussi... Donc, je rebondis sur le système de santé parce que c'est triste en vous entendant parler. En fait, le système de santé a basculé dans le capitalisme financier. Alors, peut-on le réguler ou pas? Il y a, vous soulevez le vrai problème, ouais. C'est l'hégémonie en fait des groupes industriels, des groupes pharmaceutiques. Voilà, pour moi, c'est assez insupportable. Je pense qu'on a perdu la main en fait sur notre santé. Alors, quant à votre question, oui, sur le traitement. Alors moi, je peux pas donner de conseils, je suis pas thérapeute. Par contre, à ma grande surprise, depuis le succès du livre et depuis mes showconférences, je rencontre des personnes qui viennent témoigner. Alors bien sûr, vous me direz que les témoignages ne valent rien, mais en tout cas, moi j'en prends note. Et aujourd'hui, il y a plusieurs oncologues, plusieurs professeurs qui commencent sérieusement à se pencher sur ce type de cas. Malheureusement, vous connaissez le prix des études. Donc voilà, vous connaissez la non-reconnaissance du jeune, par exemple, qui est reconnu en Suisse ou en Russie. Donc il n'y a pas d'études là-dessus. Donc je peux pas aujourd'hui, je dirais. C'est un sujet sensible, hein, parce qu'il y a la moue des professeurs là. Les professeurs font la moue. Vous l'entendez ce débat aussi autour de lui? D'abord, la chimiothérapie ou la radiothérapie, c'est lourd pour le patient, c'est difficile, ça épuise, ça fatigue. Attendez, est-ce que vous croyez vraiment, sincèrement, que des médecins ayant le choix, ils n'ont pas le choix aujourd'hui, avec une efficacité, attendez, avec une efficacité qui serait la même entre deux traitements, un traitement très lourd et ils choisiraient obligatoirement. Mais ils connaissent pas l'autre traitement, ils n'ont pas le choix. Je peux pas vous laisser dire ça. Lorsqu'on a un cancer, c'est la direction unique, rassurante. On va directement, en fait, vers la radiothérapie ou la chimiothérapie. Il n'y a pas d'alternative possible. Et ça, vraiment, je trouve que c'est très dommage. Franck Chauvin, terminé, et Bernard Debré. Non, mais simplement, moi, je veux bien entendre beaucoup de choses, mais la médecine, depuis un certain nombre d'années maintenant, fonctionne sur les preuves. C'est-à-dire qu'on a un processus qui permet de démontrer si un traitement est efficace ou non efficace. Faisons des études. Personne n'est opposé au fait de faire des études. C'est vrai que c'est compliqué de les faire, mais faisons des études. Et d'ailleurs, si on regarde là aussi ce qui se passe, la radiothérapie a beaucoup évolué, est beaucoup moins toxique qu'auparavant. La chimiothérapie, avec les nouvelles molécules qui arrivent, est bien sûr bien moins toxique qu'auparavant. Donc dans ce domaine-là, on a fait beaucoup de progrès. Je veux dire, moi ce que j'ai connu au début de mes études et ce qu'on voit maintenant, mais ça n'a rien à voir. Les traitements, non, rien à voir. Donc là encore, on progresse. Peut-être que ça ne va pas assez vite à votre goût. Vous n'avez aucune idée des solutions alternatives. C'est ce que je vous reproche. Mais en fait, vous êtes de grands professeurs qui vendaient en fait une médecine. C'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Je voudrais un grand professeur que je suis aussi, et je vous le dirai, vous le savez peut-être pas, un professeur à Shanghai depuis 15 ans. Et il y a mon service, et en dessous, il y a un service de médecine chinoise par les plantes, etc. On n'a pas, encore une fois, toutes les preuves que les plantes, la médecine alternative apportent des soulagements. Oui, alors ce que je vous dirais, c'est qu'une grande partie des médicaments proviennent des plantes. On en a dans beaucoup de domaines, ne serait-ce que l'aspirine, la feuille de saule, ne serait-ce que d'autres traitements anticancéreux. C'est la nature qui fournit à l'origine les médicaments. Pas toujours. Maintenant, on est quand même passé au-dessus avec des médicaments très différents. Ce que je vais simplement dire, c'est que oui, on fait des progrès parce qu'il y a la chronobiologie. On va maintenant donner tel et tel traitement à telle heure, à tel moment, etc. On affine encore plus. On affine. Mais moi, je ne peux pas laisser dire. Parce que j'en ai vu des malades qui sont venus après avoir suivi les conseils de quelqu'un qui n'était pas un allopathe et qui avait été traité par les plantes. Et il arrive chez nous trop tard. Et il arrive chez nous alors qu'il est plus opérable, alors qu'il est plus traitable, alors qu'il va mourir. Donc moi, je suis absolument catastrophé quand on avance quelque chose sans preuve. Je suis ouvert à toutes les preuves. Et en Chine, nous avons toutes les preuves possibles puisqu'on fait des traitements par les plantes et on fait des traitements. Ils marchent ou pas ces traitements, vous qui fréquentez Shanghai? Pas toujours, hein. Même Professeur, pas est-ce que vous avez rencontré des personnes qui sont venues vous voir en disant j'ai arrêté mon programme de chimio, j'ai fait un traitement, peu importe lequel. Et aujourd'hui, je n'ai plus de traces de métastases. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Oui. Non. Est-ce que vous avez rencontré des gens comme ça? Oui, mais vous en avez rencontré. Quelle explication vous donnez Franck Chauvin en a rencontré. De témoignages. Peut-être les mêmes. Oui, peut-être les mêmes. Aussi. Oui, bien sûr. Mais quand on fait des conférences, on rencontre des gens qui vous racontent des histoires, leur histoire personnelle.
Ça ne veut pas dire, enfin, passer d'une histoire personnelle à une preuve scientifique, c'est vraiment un déroulé. Car nous avons tous une responsabilité collective et une association comme la Ligue, là, imaginez qu'on aille dans ce sens et que dans 5 ans, on nous dit, ah ben non, finalement, c'était faux. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle responsabilité on a vis-à-vis des patients? On ne peut pas dire ça. Donc on ne peut donner des conseils que lorsqu'il y a une preuve. Est-ce que vous donnez des conseils au niveau du mode alimentaire? Bien sûr. C'était ma question d'ailleurs. Alors je vous réponds. La Ligue a... Qu'est-ce qu'il faut exclure comme aliment, par exemple? Non, attendez, la Ligue est obligée, mais certains autres hôpitaux aussi, peut-être dans vos différents services. Nous, on fait des ateliers pour réapprendre, par exemple, aux femmes qui ont eu un cancer du sein, à cuisiner avec des légumes, etc. Parce qu'on sait que ça a une importance considérable, y compris pour éviter les récidives. Donc ça, c'est fait. Je veux dire, il ne faut pas croire qu'on ne pense qu'au traitement, aux molécules, etc. Pas du tout. Je veux dire, on a des ateliers, par exemple, pour l'activité physique. On a quand les femmes ont été opérées d'un cancer du sein, maintenant à peu près de partout, et la Ligue a participé beaucoup à ça, on a des ateliers pour réapprendre à avoir une activité physique. Gérard Bapt. Réapprendre à avoir une alimentation correcte, réapprendre à avoir une activité physique. Donc aller sur la route finalement de Gilles Lartigot. Bien sûr, mais dans le traitement lui-même. Même en cours de chimiothérapie. Mais bien sûr. Gérard Bapt. Très vite, on commence. Adapter à l'état de la personne. Mais même en cours de chimiothérapie. Vous en pensez quoi de ce débat? Dans la loi santé, on a introduit une notion qui est que le médecin va pouvoir prescrire maintenant. Physique. On prescrit l'activité. Quand je vois les enfants qui sont tous sur leur tablette, je pense que les problèmes de sédentarité sont encore devant nous. Oui, c'est vrai. Ceci dit, il faut quand même dire que notre formation de médecin nous a mis sur des rails desquels il est difficile de s'écarter à certains moments. Je pense par exemple aux bactéries résistantes à tous les antibiotiques. Il y a des méthodes comme n'importe maintenant de Russie, mais sans en avoir vraiment le droit, et qui viennent à bout de certaines infections antibiorésistantes absolues, parce qu'on a oublié ces traitements qui sont l'utilisation tout simplement d'autres bactéries ou d'autres virus qui, elles, vont détruire ces... Mais c'est pas tout à fait légal, c'est pas encore tout à fait prouvé. C'est ça le problème. C'est ce que dit Gilles Lartigot. Ça se fait un peu comme ça. Ce que dit Gérard Bapt, il a tout à fait raison, c'est pas par des plantes. C'est qu'on prend de nouvelles bactéries qui sont souvent des bactériophages et qui vont tuer elles-mêmes les bactéries multirésistantes. Ça, on l'a oublié. Donc c'est une alternative. Par exemple, je prendrai un exemple relativement simple. Il y a des leucémies qui sont extrêmement graves, qu'on n'arrivait pas à traiter. Mais maintenant, on les traite avec de l'arsenic. Toute simple. Le dioxyde d'arsenic, et c'est vrai que c'est incroyable de voir qu'on utilise ce dioxyde d'arsenic pour traiter une leucémie. On a aussi dans le paludisme, et d'ailleurs il y a une chinoise qui vient d'avoir le prix Nobel, parce que l'artémisine, qui est une plante, eh bien, les extraits d'artémisine permettent de combattre le paludisme qui n'était pas combattu auparavant. Un mot chacun, Franck Chauvin et Gilles Lartigot, avant de nous quitter. L'avenir, c'est quoi là pour la Ligue contre le cancer? Prévention, j'imagine, et dépistage. Bien sûr. Prévention, dépistage et réduction des inégalités de santé, parce que, y compris dans notre pays, on a d'énormes inégalités entre des gens qui sont informés et des gens qui sont moins informés, pour lesquels la santé n'est pas une priorité. Et on voit que ces inégalités sont en train de se creuser. Gilles Lartigot, l'avenir pour vous, c'est quoi? C'est de dire aux Français qui regardent et qui lisent votre livre, mangez sain et changez votre mode de vie finalement. Déjà, informez-vous. Informez-vous via des sources indépendantes. Donc il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui circulent sur Internet. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a rien qui est cadré en fait en dehors de la médecine allopathique. Et que moi je refuse aujourd'hui, lorsqu'on a un cancer qui est uniquement un seul, et même traitement pour tous. Je refuse les essais thérapeutiques aussi parce qu'on sert de cobaye. Donc il faut le dire, il faut le savoir. On ne peut pas dire ça. Et donc, pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. C'est comme ça qu'on a fait des progrès gigantesques. C'est comme ça qu'on a guéri des milliers vous avez fait des progrès gigantesques en se servant de malades comme des cobayes. Pas du tout. Moi, ce que je dis aujourd'hui, demander à des malades qui ont guéri. La première des choses aujourd'hui, c'est de vous revoir son alimentation. Et là, je cite encore le professeur Pierre-Marie Martin. L'alimentation peut accélérer ou ralentir un cancer sur 2. Voilà, ça sera le mot de la fin. Moi, je voudrais simplement dire, attention, il y a une information, et il faut développer cette information. Information à l'école, information pour bien manger, bien entendu, information pour ne pas avoir tabac, alcool, drogue, etc. Il faut que cette information. Il faut le dépistage. Et on est en train de... Dernier mot.
le dépistage ne veut pas dire automatiquement le traitement. Merci. On peut dépister, mais après, on voit ce qu'on peut faire. Merci Bernard Debré. On a vu ce guide des médicaments utiles, inutiles ou dangereux au Cherche Midi qui va être réédité parce qu'il est renourri évidemment de nouveaux médicaments utiles et inutiles. Merci à Gérard Bapt d'être venu sur ce plateau, député socialiste de Haute-Garonne et cancérologue. Merci à Franck Chauvin, le vice-président de la Ligue contre le cancer, et merci à Gilles Lartigot, auteur de ce livre HIT. Et puis il y a toute une liste de conférences, de show-conférences où vous développez une partie des arguments que vous avez développés sur notre plateau. Et résilience, voilà, c'est vos conférences, Montpellier, Marseille, Lyon, Nancy. Nous sommes très en retard. Merci à Wassila Wali qui me parlait dans l'oreillette ce soir. Merci à tous ceux qui m'aident à préparer l'émission. Je les remercie évidemment, à l'équipe technique et puis à ceux qui nous regardent chaque soir parce que vous êtes fidèles. À lundi et bon week-end. Bye bye.